Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. Voici à quoi ressemblera la place des Jacobins dans 3 ans. Le projet est présenté au Conseil de Le Mans Métropole. La déviation de Château-du-Loir est ouverte à la circulation depuis ce jeudi soir. Et puis, le festival qui cloche a débuté à Vivoin, un festival consacré à la marionnette et à la manipulation d'objets. Mon invité, Pierre Lemarchand, délégué de la FNARS 72. La FNARS, c'est la Fédération nationale des associations de réinsertion sociale. C'est pas facile à dire. Vous êtes aussi le président de l'Oasis et de la Halte Mancel. Ces deux associations sont actives dans l'hébergement d'urgence. Elles viennent de fusionner avec l'Horizon pour créer une nouvelle association, Tarmac. Vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Ça y est, enfin, la bâche dédiée à Stéphane Taponnier et Hervé Guéquier a été retirée du fronton de la mairie du Mans. Elle y avait été placée à l'initiative du club de la presse du Maine, soutenu par les collectivités locales, notamment la mairie du Mans. Ce débâchage a eu lieu en présence de Costa Gravas. Le metteur en scène sera d'ailleurs présent au cinéaste ce jeudi soir pour présenter son dernier film. Et on reparle maintenant de la deuxième ligne du tramway. L'enquête publique sera adoptée ce jeudi soir à l'unanimité par les élus de Le Mans Métropole. Cette enquête qui permet aux citoyens de s'exprimer sur ce dossier aura lieu en septembre prochain. Le chantier débutera probablement début 2012 pour durer 2 ans et demi jusqu'à la fin 2014. Donc, rappelons que cette ligne partira de la préfecture pour passer par les Maillets jusqu'au quartier de Bellevue, à la limite de Coulennes. Le tracé traversera donc la place des Jacobins qui sera complètement redessinée pour l'occasion. Les élus de la métropole se penchent ce jeudi soir sur l'aménagement proposé. Reportage. En venant du tribunal, voici à quoi ressemblera la place des Jacobins dans moins de 3 ans. Le piéton montera les marches d'une première esplanade à 120 cm de hauteur. Il pourra se promener jusqu'au cinéma et au théâtre du futur complexe culturel. Ce parti pris de l'esplanade, on le retrouve également du côté de la place du Jet d'eau. Elle est en descente, cette place des Jacobins. L'idée, c'est de la mettre horizontale. À ce moment-là, on fait 2 très grandes esplanades, une esplanade devant l'espace culturel, une esplanade devant le jet d'eau, et entre les 2 esplanades, il y a le tram qui va passer. Voilà, c'est un vrai parti d'aménagement. La circulation automobile sera, elle, complètement repensée. Cet axe, le long du complexe culturel, sera supprimé et le trafic sera redistribué depuis un nouveau giratoire à la sortie du tunnel. Pour Jean-Claude Boulard, il n'y a pas de risque de congestion du trafic. Les modèles de circulation nous montrent que le giratoire qu'on met à la sortie du tunnel, ça permet d'accompagner l'ensemble des mouvements. Aujourd'hui, il y a des mouvements et certains jours, les mouvements sont pas simples. Ça pourrait peut-être même améliorer un certain nombre de problèmes de circulation d'aujourd'hui. Pour l'opposition, le projet est encore trop succinct. Donc il y a beaucoup de travail encore sur le choix des matériaux, sur les animations, comment tout ça va cohabiter. Parce que c'est une place où il y a beaucoup d'activités, beaucoup de contraintes. Et pour l'instant, ce qui va être présenté ce soir, il y aura probablement un vote. Mais ça ne me satisfait pas et on va s'exprimer en ce sens ce soir. C'est l'agence Richez, une agence parisienne qui a dessiné ce projet. Elle était déjà présente sur la première ligne du tramway. Le dossier était dans les cartons depuis plus de 30 ans. Les travaux ont duré pas moins de 5 ans. La déviation de Château-du-Loir est ouverte à la circulation depuis ce jeudi 17h30. Ce tronçon de 3 km fait néanmoins toujours et encore débat, comme l'ont constaté Benoît Doisy et Mickaël Texier. 2 km 900, 4 ronds-points, 2 ouvrages d'art pour un coût de 18 millions d'euros. La déviation de Château-du-Loir ne passe pas inaperçue, mais 5 ans après l'ouverture de la 28 sur ce même axe, le Mans-Tours, un tel investissement était-il nécessaire ? La question, bien sûr, s'est posée au moment de l'arrivée de l'autoroute. D'ailleurs, quelques études avaient été suspendues à cette époque-là et puis ont été reprises puisque pratiquement sur toutes les autoroutes, toutes les études de circulation prouvent que quand il y a l'autoroute, il y a une diminution de la circulation à un moment donné, mais que dans les 10 ans après, la circulation continuait à revenir. Dans la commune, les avis sont partagés.
Il y a les optimistes et ceux qui ont peur de voir le trafic disparaître du centre-ville. Si les gens ne s'arrêtaient plus, voilà, c'est la mort d'une économie, c'est tout. C'est la mort directe, hein, voilà. On voit d'autres centres-villes qui ont été réaménagés suite à des déviations et les commerces du centre-ville n'ont pas forcément été impactés, quoi. C'est là tout le pari du maire. Ce projet, c'est son bébé depuis 30 ans. Il rêve d'un centre-ville agréable et libéré de la circulation. La place de la mairie devrait être réaménagée. Et les plans sont bien esquissés. On va continuer dans ce sens-là, d'ailleurs avoir une place où tout le monde pourra flâner, déambuler et aller dans les commerces. Cette déviation sera empruntée quotidiennement par 10 000 véhicules, dont 600 poids lourds. C'est l'heure d'accueillir maintenant mon invité, Pierre Lemarchand. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de la FNARS 72, vous êtes le délégué de la FNARS 72, une série d'associations qui luttent pour l'hébergement d'urgence. On va essayer de faire avec vous un peu d'abord un état des lieux de la précarité, d'une certaine manière, de l'hébergement d'urgence en Sarthe. Où en est-on? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue aujourd'hui? Oui, effectivement, il y en a, mais je dirais qu'en Sarthe, le logement n'est pas un problème aigu comme ça peut l'être dans les grandes métropoles aujourd'hui, Paris, Lyon, Marseille. Donc je dirais que le problème de logement n'est pas aussi aigu. Je pense que le problème qu'il y a, c'est beaucoup plus de travailler à restructurer un peu, et nous avons commencé, nous, 3 associations sur le Mans, à le faire, à nous restructurer pour faire quand même une meilleure offre de services, je dirais, aux personnes. Alors justement, vous avez fusionné vos 2 associations, la Halte Mancel, l'Oasis, avec l'Horizon, pour créer donc une association commune, unique, Tarmac. L'objectif, vous disiez, c'est pourquoi? Pour améliorer le service, c'est ça? C'est pour améliorer le service. Il faut savoir quand même qu'en Sarthe, en 2010, il y a eu plus de 26% d'appels au 115. Le 115, c'est le numéro d'urgence qu'on peut faire quand on voit quelqu'un en difficulté dans la rue. La problématique des 18-25 ans est importante puisque nos actions concernent à peu près 26% de ces personnes-là. On voit arriver, pointer un nouveau public, ce sont les retraités. Comme vous le savez, certains commencent à avoir des difficultés. Il y a les problèmes d'expulsion, il y a les demandeurs d'asile et il y a également les chantiers d'insertion qui souffrent aujourd'hui sur le plan budgétaire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence? Est-ce que les gens sont hébergés dans des foyers, dans des appartements? Comment ça se passe? Les deux. Hein. Vous avez ce qu'on appelle des internats, mais qui sont on est en cours de travail pour voir effectivement comment améliorer ce service. Il y a donc du collectif et il y a aussi de l'hébergement. Alors comment vous allez améliorer le service auprès de ce public varié, comme vous l'avez dit? Je dirais que c'est en mettant ensemble nos moyens, en réfléchissant, et c'était un des chantiers importants national qu'a lancé Benoît Paru, qui s'appelle la refondation, avec un objectif, dans le but de mettre des personnes directement dans des logements de droit commun. Parce qu'en fait, quand on est en hébergement, on n'est pas dans son logement. Donc l'objectif, c'est ça. Alors mettre ensemble... C'est ce qu'on appelle le logement d'abord. Le logement d'abord. C'est le slogan. Voilà. Ça veut dire plutôt rester dans son logement, mais être quoi? Accompagné, c'est ça? Voilà, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, où le bas blesse, c'est que on n'a pas encore très bien défini ce qu'était le logement d'abord avec l'État. Le chantier est en instance. Ça n'avance pas énormément. Et surtout, ce qui va nous manquer, c'est l'accompagnement, très certainement. Et pour nous, l'accompagnement, c'est un accompagnement global de l'individu, qui ne concerne pas que le logement, parce qu'on on a des dispositifs qui se mettent en place aujourd'hui. On nous dit, pour le maintenir dans le logement, on va vous donner quelques subventions. Mais c'est essentiellement axé sur, je dirais, le fait qu'il reste dans son logement, est-ce qu'il paie son loyer. Or, quand même 90%... Enfin, en même temps, s'il part en hébergement d'urgence ou s'il y a la menace, c'est qu'il ne peut plus payer son loyer, j'imagine. Oui, mais justement, je dirais que les réflexions qui sont en cours au niveau de l'État et des associations et des grandes fédérations, c'est de voir comment on peut payer le logement. Ça coûte aussi cher de payer des places d'hébergement aujourd'hui. Donc, l'intérêt, je pense, pour ces personnes, c'est d'être le plus tôt possible dans son logement. D'ailleurs, il y a des expériences européennes. Aux États-Unis, ils ont mis ça en place. Et apparemment, il n'y a pas plus de retour à la case départ quand on est dans cette solution. Sauf qu'il faut avoir un accompagnement fort, global, pluridisciplinaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par un accompagnement fort, global et pluridisciplinaire? Alors, il faut savoir, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais 90% des personnes, ça a été pointé en Sarthe, qui viennent dans nos structures, ont des problèmes, je dirais, de santé, d'addiction, et qui nécessitent des soins. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre dans sa globalité. Ça veut dire des médecins, des psychologues, voilà, des travailleurs sociaux qui travaillent autour de... C'est tout à fait ça. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension, et c'est là le grand enjeu de la coordination de tout ça, qui se fera dans un service qui a été mis en place, qui s'appelle le SIAO, service d'intégration intégrée d'accueil
d'accueil et d'orientation. Il a d'ailleurs été inauguré par le préfet Berthier en octobre 2010, qu'il est géré par l'Horizon. Là, il va falloir que tout le monde se retrouve. Les bailleurs sociaux, la santé, l'IAE, donc l'insertion par l'activité économique, parce que pour rebâtir un bonhomme, il faut pas le saucissonner, il faut le rebâtir dans sa globalité. Donc c'est un grand enjeu, ça. La crainte que vous avez, c'est de ne pas aussi avoir les moyens suffisants pour justement mieux gérer cet hébergement d'urgence et cet accompagnement. Voilà, alors. Donc concrètement, vous avez plus de sous, c'est ça? On a des sous. Non, je pense que la situation n'est pas qu'on n'a pas de sous, mais je dirais que François Fillon, il y a 3 ans, avait décidé que c'était un chantier national prioritaire. Aujourd'hui, on s'interroge par les décisions qui sont prises, comment sont menés les dossiers, et par des coupes drastiques, effectivement, de budget, mais qu'on impute au fait que même ces populations-là, aujourd'hui, doivent participer à l'effort collectif national. Alors, c'est quand même difficile, de demander à des gens qui n'ont pas grand-chose, eux-mêmes d'y participer. Ouais. Donc, cette année, par exemple, c'est France entière, et je dirais qu'en Sarthe, on n'est pas des plus mal lotis. Unilatéralement, l'État a décidé de baisser nos budgets de moins 4%. Ouais. Alors, on est un peu surpris, nous, parce que dans une période où c'est un investissement, il y a du travail, on travaille en groupe. Je dirais qu'au contraire, il nous faut il faudrait des moyens supplémentaires. D'ailleurs, de ce côté-là, l'État nous donne quelques subventions, je dirais, d'ingénierie, pour nous aider. Mais par contre, sur le plan du fonctionnement, on nous a dit moins 4 cette année. Donc, alors que justement vous avez fusionné pour créer une nouvelle structure, une nouvelle association et donc réduire d'une certaine manière les coûts. Tout à fait. Alors ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que l'AFNARS est consciente qu'il faut qu'on travaille sur les coûts. D'ailleurs, ça fait depuis 3 ans, on a déjà baissé nos coûts à la place. Je vois sur le Mans, nos 3 CHRS sont en dessous de Centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion sociale. Je dirais sont déjà à un coût à la place de fonctionnement en dessous de la moyenne nationale et en dessous de la moyenne régionale. Donc vous avez l'impression de ne pas être récompensé de vos efforts, c'est ça que vous voulez dire? Voilà, c'est tout à fait ce qu'on a dit quand on est allé récemment à la direction départementale de la cohésion sociale en leur disant écoutez, on a fait des efforts et ils le disent, ils le reconnaissent, mais bon, là aujourd'hui on prend la coupe drastique décidée au niveau national d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nos relations avec les services décentralisés, je voulais dire, sont bons. On a toujours travaillé en co-construction, mais au niveau national aujourd'hui, on s'interroge globalement sur où va-t-on aller, quoi. C'est ça le fond du problème. Écoutez, on restera sur cette interrogation, Monsieur Le Marchand. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Basket maintenant, Alex Hacker a signé pour 1 an avec le MSB, a re-signé pour 1 an avec le MSB. L'arrière américain arrivé au club à l'été 2010 a privilégié la stabilité. Âgé de 28 ans, Hacker s'est surtout montré en deuxième partie de saison lors du Last 16 de l'Eurocup et à la fin du championnat. Direction le prieuré de Vivoin à présent pour la 6e édition du festival Qui Cloche. En tout, 22 spectacles pour ce festival dédié aux petites formes spectaculaires. Laure Girard. Une danseuse entre dans une valise, un travail scénique sur l'objet. C'est en résumé ce que proposent les artistes invités du festival Qui Cloche. Ici, la compagnie sartoise Robin Juteau présente une création originale entre danse et théâtre. L'histoire de la valise, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a des petites choses qui se découvrent aussi parce que l'objet, on le travaille, on peut aussi le transformer. De par sa forme, ça va soit contraindre le mouvement, soit ça va l'amplifier. Au détour d'une porte du prieuré, on peut rencontrer Guillaume Lecanu. Il présentera samedi soir en avant-première sa création autour de l'Odyssée d'Homère. Là encore, l'objet est prétexte à voyage. L'eau du bocal devient œil du cyclope ou mer déchaînée. Je suis Ulysse et je suis personne. C'est un festival de petite forme, c'est-à-dire que nous accueillons des spectacles qui durent au maximum une demi-heure, pas plus. Par conséquent, au cours du dimanche après-midi, les spectateurs peuvent voir et revoir éventuellement plusieurs spectacles. Des compagnies professionnelles aux propositions insolites vous attendent dans le cadre champêtre du prieuré Saint-Hippolyte de Vivoin. Et voilà, donc Laure Girard vous le disait, c'est au prieuré de Vivoin, le festival Qui Cloche, en tout des spectacles, des expos, des installations. À partir de ce samedi, 18h, pour connaître l'ensemble du programme, un site internet, quicloche.free.fr. Le prix d'entrée, 7 € pour un jour, 12 pour l'ensemble du week-end et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.